manjuta wano sane etebe mana yue baby tabu kasuen kunene kujijo bewan kunara kujijo kasuenak emitayu pamberambeno lal mati wala kuroka. Nous avons dit en milieu Diola que c'est seulement en travaillant que Dieu va t'aider. C'est une chanson qui est créée, on ne sait pas qui l'a créée. Même nos papas ont trouvé ces chansons-là. Mais le travail est partagé. L'homme laboure, la femme repique. On ne connaît rien d'autre que le travail du riz. C'est la chanson-là qui l'a dit. On ne connaît rien d'autre que le travail du riz. Donc le riz est culturel dans notre vie, en dehors de toute autre spéculation. Des rizières à perte de vue, des milliers de bolongs, les canaux du fleuve Casamance, imposant axe vital. Une terre d'eau, donc, d'une extrême richesse et des paysages d'une beauté exceptionnelle. La Casamance, la belle Casamance, devrais-je dire. Mais est-elle encore le jardin de l'Afrique, le célèbre grenier du Sénégal, ou n'est-elle plus que le souvenir lointain d'une richesse perdue ? Cette vaste région, coincée entre la Gambie et la Guinée-Bissau, est bien une des terres les plus fertiles d'Afrique. Parce qu'ici, il n'y a que des enseignants, le corps médicinal, et l'armée là qui n'est même pas identifiée comme étant des acteurs du milieu là. C'est eux seulement qui sont des fonctionnaires. Tout le reste, même si c'est une commune, c'est des agriculteurs, pur et dur. Mais la belle Casamance est aussi une terre déchirée, blessée. Ces hommes et ces femmes y ont souffert les violences de l'histoire coloniale, puis celle de la guerre civile, commencée il y a déjà plus de 30 ans. Hormis, disons, la situation de faible productivité qui caractérise l'agriculture dite pluviale d'une manière générale, en Casamance, il y a une situation que vous connaissez certainement, c'est la situation post-conflit. Vous avez, dans une zone de conflit, il y a beaucoup de déplacements de populations, surtout ces populations même qui produisent du point de vue de l'agriculture. Et dans les zones de conflit, ces populations sont obligées de se déplacer. Et dans le processus, elles perdent pratiquement tous les moyens de production. Alors quand la paix revient, c'est comme si on recommençait, on refondait l'agriculture. Écoutez, il nous semble qu'un faux problème est posé le plus souvent à la fois par des partenaires techniques au développement, la communauté internationale, que par l'État ou certains nationaux. C'est le problème qui consiste à dire que pour le développement de la Casamance, il faut préalablement qu'il y ait la paix parce que sans la paix, pas de développement. Je crois qu'il faut avoir une perception dialectique de ces deux dynamiques. Il faut apaiser l'environnement du conflit en donnant suffisamment de raisons d'espérer, de confiance aux populations. Malmenées par la crise, la Casamance est abîmée parce que le conflit, par les mines, par l'hypothèque sur la libre circulation des biens et des personnes avec la peur du braquage, etc., mais également les faibles investissements constituent une sorte de... ou plutôt plombe l'économie de la Casamance. Le conflit est une chape de plomb au-dessus de nos têtes. Je crois qu'il faut donner confiance aux populations, il y a des raisons d'espérer. Surpopulation, mauvaise gestion, choix techniques inadéquats ont de plus contribué à détruire des ressources vitales. Le poisson se fait désormais rare, la mangrove disparaît, la forêt se dégrade. Les jeunes sont partis vers Dakar ou l'Europe en quête de travail, argent, nourriture, espoir. Et avec les jeunes s'en vont aussi les fragiles équilibres sociaux et écologiques construits au fil des générations. Enfin, ils s'en vont, pas tous, et ceux qui restent alors. Eh bien, des hommes et des femmes se prennent en main. Ils se mobilisent, ils s'organisent. Avec le retour d'un semblant de paix, la Casamance est devenue le terreau d'initiatives multiples. Des habitants par village entier replantent la mangrove. Des pêcheurs protègent désormais eux-mêmes la ressource halieutique. Des charbonniers produisent un charbon durable. Des femmes domestiquent un arbre fruitier de la forêt. Des villages relancent leur entreprise communautaire de tourisme responsable. Les causes aujourd'hui de la dégradation
de cette mangrove et qui impactent négativement la vie. On peut citer parmi ces causes la coupe de la mangrove comme bois de chauffe et bois de service. C'est parce qu'elle est victime de la déforestation et de l'augmentation de la salinité des eaux que la mangrove, un des écosystèmes les plus riches de la planète, disparaît. Avec elle, c'est aussi la fin des poissons et crustacés qui s'y reproduisent. C'est ici, en Casamance, que toute la population de plus de 400 villages, appuyée par l'association Océanium, se mobilise chaque année pendant 3 mois pour replanter la mangrove. C'est devenu le plus grand chantier de reboisement au monde. Nous avons également un autre facteur important qui est la construction, l'aménagement des ouvrages hydro-agricoles qui ne respectent pas effectivement les passages d'eau permettant d'inonder de part et d'autre les espaces de mangroves. De l'autre côté de la rive, il n'y a pas de mangrove. Il y a des orangers, des plantations qui meurent, il y a des rizières qui partent. Vous allez dans des villages comme Balingo, comme Tandiman, ils ont beaucoup subi l'effet du barrage qui n'est pas fini. Il y a eu des solutions qui méritent d'être rappelées. L'Océanium, face à ce constat, a entrepris une première opération test en 2006, en plantant 65 000 propagules dans un petit village pas loin de Ziguinchor qui s'appelle Tobor. Traditionnellement, on n'avait pas pensé que cette mangrove était plantable. Les gens n'y croyaient pas. Ils ont dit, mais c'est une folie ça, on ne peut pas planter une mangrove. J'ai dit, écoutez, on va essayer. Si ça meurt, on reprend. Si ça meurt, 2 fois de suite, on arrête. Mais si ça ne meurt pas, on continue. Maintenant, la technique, c'est quoi? C'est que quand à l'arrivée, comme il y a l'espace, donc on ne reboise pas de manière désorganisée. Maintenant, on a des équipes, des gens. Dans les équipes, il y a des gens qui sont chargés uniquement du triage, c'est-à-dire trier des mauvais au bon. Il y a des autres qui sont là, qui sont un peu forts, qui transportent les propagules pour amener des groupes. Maintenant, il y a une équipe qui est là, qui se met en rang. Donc la distance, c'est 2 mètres. Et maintenant, quand on a des propagules, à chaque pas, on met un propagule. À chaque pas, on met un propagule. Donc c'est comme ça qu'on le fait. Aujourd'hui, les gens, ils ont eu de l'intérêt qui fait que ils ont compris qu'ils doivent le faire. Oui, c'est vrai, il y a à côté, Océanium motive 5 000 francs à l'hectare. 5 000 francs à l'hectare. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, vous voyez comme cette année-là, il y a une redentification, il n'y a pas d'argent. Mais les populations ont dit, c'est pour nous, la mangrove nous appartient. Si on restaure cette végétation, elle restera de Banganga, elle restera de Tobor, elle restera des autres 428 villages, la mangrove là ne quittera pas. Je pense que le reboisement a fait un grand effort dans la paix. Je vous dis, je pense que c'est de gros discours de dire, de prendre l'argent, on met pour chercher la paix. Non, nous avons fait notre paix. Moi, personnellement, je pense que le carbone, c'est pour les Occidentaux, c'est pour ceux qui maîtrisent. Nous, ce que nous maîtrisons, c'est nous disons la mangrove, elle lutte contre la salinisation, elle nous régularise sur un écosystème. C'est tout ce que nous croyons vraiment. Mais le reste, c'est pour les scientifiques. Et on parle de carbone. Mais le vrai carbone pour nous, c'est le riz et le poisson. Surpopulation de la zone, arrivée des réfugiés et introduction de filets à mailles trop fines ont contribué à détruire la ressource halieutique. Le poisson du fleuve et des bolongs disparaît et avec lui le principal moyen de subsistance des Casamançais. Les zones humides en Casamance constituent un réservoir exceptionnel en ressources hydrauliques et halieutiques. Celles-ci étaient exploitées par les populations riveraines avec des moyens, avec un équipement
rudimentaire. L'exploitation des ressources était régie par des règles généralement respectées de tous. De plus en plus, le fleuve Casamance a attiré des pêcheurs venant du nord du pays et même de la sous-région. Cette migration a engendré de multiples changements dans l'exploitation et les systèmes de gestion locaux. Ces nouveaux arrivants ont introduit une technologie beaucoup plus moderne. Cette pratique a été largement adoptée par les autochtones et a fait de la pêche l'une des activités les plus lucratives. Pour faire face à des coûts importants et pouvoir s'approvisionner en glace, de jeunes pêcheurs se sont organisés en coopérative avec l'appui de l'association Malagaine. Équipés de bateaux pouvant embarquer plus de glace et de moteurs plus puissants, ils peuvent partir pêcher en haute mer où le poisson est abondant. Oui, il y a de plus en plus de pêcheurs, parce que des frères qui étaient hier à Dakar, dans les grandes villes, c'est là qui voulaient traverser les océans pour aller en Espagne, pour aller en Europe. Beaucoup ont renoncé à leur voyage et beaucoup ont renoncé à l'exode rural. Ils sont revenus, ils sont là petit à petit, des gens qui reviennent. Ils disent, bon, je vais voir ce qui se passe dans la communauté rurale de Mongombele. Ils finissent par s'installer. Et quand ils s'installent, 1 mois, 2 mois, ils ont le matériel et ils commencent à travailler comme tout le monde. En 2 décennies, eh bien, écoute, la capacité de renouvellement des stocks à cause de cette forte pression a été réduite, complètement réduite. Il y a eu un autre facteur qui est venu se rajouter au facteur que je viens de citer. Il s'agit de la crise toujours casamançaise qui influe dans tous les secteurs d'activité. Afin de protéger eux-mêmes leurs ressources halieutiques, les pêcheurs de 8 communes de la zone de Mangangoulak ont décidé de créer l'aire protégée communautaire de Kawabrana. À force de poser le problème de la ressource qui est pillée, nous avons eu à trouver des initiatives, c'est-à-dire des idées sont venues, surtout concernant la conservation. Nous nous sommes dit, mais pourquoi croiser les bras et laisser les gens piller comme ça la ressource? Nos enfants qui viendront demain, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Une association de pêcheurs s'est organisée, issue des 8 villages composant la communauté rurale de Mangourok, ont décidé de protéger leurs ressources naturelles. Parce qu'effectivement, ils ont vu que beaucoup d'espèces avaient disparu, qui étaient en abondance dans leur zone. Ils ont constaté que c'était une zone par le passé, d'après les informations que leurs ancêtres leur ont transmises, que c'était une zone de reproduction de la ressource halieutique. Ils se sont posé tout simplement la question. Si on croise les bras, nous, en tant que pêcheurs, c'est notre métier. Si on ne fait rien, on ne va plus vivre. Bourong Badiaké. Bourong Badiaké en Diola, c'est la belle vie. Une belle vie. Comment on peut mener une belle vie sans ressources halieutiques? C'est un trésor qui s'en est allé. Il fallait que ce trésor nous revienne. Donc il fallait des sacrifices. C'est là qu'ils n'ont que ce petit filet-là. Ils n'ont pas d'autres moyens pour se payer un autre filet. Voilà des filets qui ont été saisis. Ce sont des filets en monofilament. Alors donc la pêche au monofilament est interdite, est totalement interdite au niveau de la zone. Mais c'est dur devant ces personnes-là. Que vont-ils devenir? Et la petite famille, qu'est-ce qu'elle va dire demain? Il y a de quoi s'alarmer. Et alors, voilà ce qui a occasionné ces larmes-là de ces pêcheurs-là. Mais à force de changer, les gens ont changé. Ça n'a pas fait long feu. La ressource était revenue. Oui, c'est constaté. C'est constaté parce qu'on a dû apprendre des espèces vraiment qui existaient et qui ont tendance à disparaître. On prenait maintenant ces espèces-là. Présentement, c'est eux-mêmes qui décident de changer leur maille parce que la petite maille là, le poisson n'est pas bien vendu. Tu sors avec ce petit poisson, les gens ne te regardent même pas. Ils sont obligés de changer d'eux-mêmes.
Les forêts de Casamance sont peu à peu détruites par un nombre croissant de charbonniers clandestins. Ils abattent les arbres des forêts classées pour produire du charbon de bois qui est vendu illégalement. Dans la forêt des Kalounaï, ces derniers sont devenus exploitants forestiers. Ils produisent un charbon durable. Celui-ci est vendu par leurs épouses en bordure des routes nationales. La Casamance a perdu pratiquement, surtout dans le département de Bignona, c'est une catastrophe écologique. Des feux de brousse brûlés par les fumeurs de cigarettes. La forêt est brûlée par les récolteurs de miel. La forêt est brûlée, peut-être dans le contexte de la crise casamançaise, par les militaires pour chasser les rebelles. Voilà, tout le monde brûle la forêt pour des raisons qui le concernent, mais qui sont toutes des raisons mauvaises. Le bois est braconné et vendu. Notre problème, les services des eaux et forêts également ne sont pas... il n'y a pas un personnel suffisant et ils n'ont pas de moyens. Cela provoque un libre accès et une anarchie dans l'exploitation. Petit à petit, on va dire ces 10 dernières années, pour ne prendre que ça, il y a eu une prise de conscience collective parce que les modifications sont là, visibles. L'impact est visible. Le gouvernement également commence à prendre conscience depuis le transfert des compétences aux collectivités locales de la gestion des ressources naturelles. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le modèle du CADES est un modèle de co-gestion des ressources naturelles, puisque grâce au transfert des compétences, la collectivité locale a eu en charge de gérer la forêt. La décentralisation de la forêt classée, elle est unique chez nous. Ce n'est pas une décentralisation qui est au niveau du Sénégal. Donc c'est une expérimentation qu'on est en train de faire au niveau des 4 collectivités locales. Donc nous avons un pari à relever dans la gestion de ces forêts pour que ça soit une tache d'huile et que toutes les forêts de la Casamance du Sénégal soient gérées dans le bon sens. Au début, il y avait une certaine méfiance. Ça, je l'ai noté au niveau de Tangori. Quand nous avons commencé, nous avons convoqué tous les charbonniers, les hommes, les femmes, pour leur dire, venez, nous allons vous faire une nouvelle proposition par rapport à l'exploitation de la forêt. Mais pour les populations, nous étions là, le CADES était là, pour interdire l'exploitation du charbon. Carrément, on a dit non, ce n'est pas pour arrêter l'activité, mais pour réorganiser l'activité, en vue de pérenniser celle-ci, pour permettre d'avoir du charbon tout le temps, pour vous permettre de vivre la forêt. Parce que si on vous laisse continuer comme ça, vous allez exploiter peut-être vers une dizaine d'années. Dans une dizaine d'années, vous allez perdre l'activité parce qu'il n'y aura plus de ressources pour continuer. Et depuis l'avènement de ce programme, donc là, l'activité carbonisation était une activité prohibée avant l'arrivée du programme. Et maintenant, on leur donne le choix d'aller carboniser donc, dans la forêt de manière légale. Mais cette carbonisation ne se fait pas comme ça. Donc, elle se fait dans le cadre d'un plan d'aménagement, d'où l'idée de charbon durable ou vert si vous voulez. Parce que chaque année, on leur délimite une parcelle de 25 hectares. Donc là-dedans, il y a un type d'espèce à couper. Donc on les appelle, c'est la famille des combretacées. Donc ils coupent. Il y a aussi un diamètre d'exploitabilité, donc supérieur ou égal à 10. Donc ils coupent en une année. S'ils arrivent à épuiser la parcelle, on arrête la production. Et l'année suivante, on leur délimite une autre parcelle. Donc avant de revenir à la parcelle initiale, ça fera 12 ans. Manu sankar nya kem ni kem beta no menu ne jojo ri nyamba ni ko yam anom mom ne bari non tata para ko mala kas mi ko no menu ko majale jone wayta lu tita ba wayta lu jakko ne ko ring kwisi ja wayta ko ne wayta jakko ko beta wayta mako yab geta nya jahale kala nya yo nduli de ni wona jama jiram benoni ko jembe no me bana wuj bana jembe ma je kajam roka ko kon kajam ma jembe no me ko ne ha da ngay jende kerim bi mo ga ba nom jabe je wuri ngay ko bat na nom fa bu jembe bi dañ koy nangu ci wone
sabah sénégalensis est un arbre forestier dont le fruit, qui est transformé par les femmes, est très apprécié. Victime de la déforestation, encore, la population de cet arbre diminue inexorablement. C'est pourquoi un groupement de femmes de Plomp a décidé de domestiquer cet arbre forestier et de planter des vergers. Les fruits alimenteront ainsi le marché local et national. Nous sommes donc ici pour visiter le projet de domestication du sabah sénégalensis, appelé aussi connu sous le nom de Made ou alors en Diola Sibour. À la suite de beaucoup de missions, à force de partager avec les femmes l'idée, et on s'est résumé à élaborer un projet pour essayer de sortir d'abord le mad de la forêt pour le rapprocher des maisons, donc en le domestiquant. Ensuite, de développer des techniques qui puissent permettre aux femmes déjà d'améliorer sa productivité, notamment par des techniques de greffage. Oui, mais vous dites si vous savez, nous avons aussi des nafa. Barajat, si nous avons nafa, et qui maintenant on se met sur tout le taille, et le bourreau me tourne yo. Madame Nobel avait ce bon ramba. Ni jatu nu kano na fa nu jute ja bon ramba koy koy. Et to na ngurso atogolo ni taille. Qui mène content nu ñuro nafa. Pour aider nos enfants, tout le monde. Quand les enfants malades, tu vas amener à l'hôpital, tu prends l'argent là. À terme, c'est qu'elles peuvent transformer le mad en jus, le transformer en confiture, le transformer en sirop. Donc c'est des jus très prisés par les populations, mais également des jus qui sont bien vendus dans les supermarchés, dans les boutiques des stations à essence. Voilà, très bien vendu. Donc le marché est là et la population même de la Casamance vivant à Dakar est un marché potentiel qu'il faut explorer. La grande biodiversité végétale de la Casamance constitue une ressource naturelle appréciable, très faiblement valorisée, en particulier par l'apiculture traditionnelle. Et c'est donc pour mieux valoriser cette ressource qui est abondante et disponible gratuitement que des apiculteurs se sont regroupés pour constituer l'Union apicole de Bignona. Ils y produisent des miels de grande qualité, en particulier du miel de mangrove. La ressource mellifère est très abondante au niveau de la zone. Remarque que la Casamance est la seule région au niveau du Sénégal la plus boisée et de manière très diversifiée aussi. Alors, notre richesse ici, c'est de la mer jusqu'au continent, c'est étagé. C'est toute une diversité d'arbres, donc une diversité de fleurs, donc aussi une diversité de miel aussi. Alors, c'est ça notre richesse. Parce qu'avec l'apiculture, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans comme l'arboculture. Une fois que on a des techniques qu'on prend avec les ruchettes de capture, dès qu'on capte les essaims, on les réunit, on met dans une ruche. Dès qu'il y a la floraison, la ruche la produise. Alors c'est des revenus. C'est des revenus immédiats. Immédiats, voilà. Et continuels, parce que dès que l'essaim est là, tu produis du miel continuellement. Jusqu'à 5 ans, 6 ans. Nous là, c'est des ruches qui ont été peuplées, ça fait plus de 8 ans. Hein. Et elles continuent à produire. Elles continuent à produire, voilà. Moi, je préfère ça que faire des autres boulots. Oui, moi, je préfère que... Même les abeilles, j'adore les abeilles. Voilà, autant on travaillait éparpillé, à la longue, avec des visites d'essence qu'on se faisait. Il y avait Aboubakar de Birassou, Faye qui était là à Souloul. Et moi, dans ma zone de Kafountine, je vais faire l'apiculture dans le Kassel. Et là, on s'est retrouvés parce qu'avec, on voudrait des aides. Parce que nous, si tu vois, tout est acheté, le ciment, les planches, on n'a pas du bois ici. Disons, le bois, le Sénégal, on ne coupe pas le bois pour vendre. C'est du bois qui vient de l'extérieur. Alors, pour avoir des aides, des subventions, on s'est réunis avec d'autres apiculteurs du département de Bignona pour former l'Union des apiculteurs autour de la miellerie de Birassou, financée par un groupement qui s'appelle ATM, en collaboration avec la coopération française.
La Casamance dispose d'un potentiel touristique impressionnant. Au Cap Skirring, comme ailleurs, le tourisme de masse continue de provoquer d'importants dégâts et bien sûr ne profite en rien aux populations locales. Ici donc c'est l'incinérateur comme vous le voyez et ils sont là, ils surveillent. Lui, son boulot c'est d'incinérer. Ensuite, en tout cas tout ce qu'il y a comme cendre, quelqu'un d'autre viendra monter demain matin pour sortir les cendres et voilà, et le transporter vers son lieu de stock là-bas que vous voyez après le lieu de compostage. Et là, il l'utilise également comme engrais dans les rizières, mais après 2 ans. Oh là là, ça là. Après 2 ans, oui. Le cendre là. Oui. Oui. À base de ça. Oui. Oui. Donc, il l'utilise pour fertiliser les sols. Mais ça doit être super nocif, non? C'est déjà rien que oui, ça. Il y a du plastique, il y a de tout là-dedans. Oui, c'est de la matière, c'est des métaux lourds qui ont une durée de vie. C'est ça un peu le handicap, quoi. Ce qui est plus intéressant, c'est que la Casamance dispose aussi d'une autre forme de tourisme. Cette région a été pionnière en Afrique en matière de tourisme rural intégré. Dès les années 70, de nombreux villages casamançais se sont ainsi dotés d'un campement villageois, c'est-à-dire une structure touristique gérée entièrement par le village et dont les bénéfices restent au village. Nous avons choisi un tourisme solidaire, équitable et responsable, de manière vraiment intelligente. Parce que nous avons visité plusieurs sites touristiques, nous avons vu ce qui se passe ailleurs, mais par le respect des coutumes, nous, on a voulu faire un tourisme responsable, intelligent, tout en gardant les valeurs culturelles et traditionnelles, en gardant maintenant la nature et tout. Un campement villageois, c'est une structure d'accueil pour les populations, tout en créant de nouvelles sources de revenus pour les populations. Donc si tu regardes aujourd'hui, à l'époque, il y avait des campements privés qui étaient à titre individuel. Aujourd'hui, c'est collectif. C'est toutes les populations qui ont créé ces structures et qu'en termes de recettes, ces recettes pourront vraiment nous aider à développer d'autres axes de développement dans le village. Pour vous parler du tourisme rural intégré, qui est un concept unique au Sénégal, né dans les années 70 grâce à Christian Saglio et Adama Goudiaby, qui ont voulu développer une forme de tourisme intégré au niveau des villages, au niveau des communautés rurales. Malheureusement, depuis les années 80, donc la crise casamançaise, qui est fort heureusement en train de se résoudre en résolution définitive, la destination était complètement effondrée. Il y avait une mauvaise publicité. Donc les gens, quand ils arrivent, le peu de touristes qui arrivent en Casamance n'osaient pas descendre dans les villages. Donc ce qui fait que beaucoup d'entre eux ont cessé de fonctionner depuis lors. Et c'est des structures aujourd'hui qui sont dans un état de délabrement, certains vraiment très avancés. Mais la coopération française avec le Fonds de développement social FSD, grâce à ce fonds, certains campements ont bénéficié de cet appui et ils ont été restaurés. On a vu que les campements villageois, au temps où ça marchait, participaient beaucoup au financement de projets de femmes, au financement de projets d'écoles, des infrastructures d'éducation, participer également à d'autres cérémonies d'intérêt villageois. Nous essayons aujourd'hui de relancer cette forme de tourisme. Il faut qu'on aille vers les autorités les plus compétentes pour leur dire de grâce, il faut que cette zone soit ouverte. Il faut que l'embargo qui est ici en Casamance et que cette zone l'embargo soit levé pour permettre à ces structures d'accueil qui sont là de pouvoir faire venir du monde. Nous, on pense que le tourisme peut être une bonne option pour nous parce que nous avons dit que
que les principales activités qui pourront aider Kabadio à se développer, il y a 2 grandes activités. Il y a la pêche et le tourisme. Des problèmes d'environnement, ça résout des problèmes sociaux, ça résout des problèmes alimentaires. Si on arrête de couper la mangrove, ou plutôt si on continue de couper la mangrove, le poisson s'en va. Si on pêche trop, le poisson s'en va. Si on coupe les arbres, il y a moins de fruits. Donc c'est lié en fait. C'est pas l'environnement comme on le voit de manière occidentale, ne pas jeter le papier par terre, etc. C'est plus un tout qui fait que tout est lié, la nourriture, les relations entre les gens, entre les ethnies, entre les pays. C'est pour ça que je pense qu'ici c'est assez important. Il est clair que la surexploitation aujourd'hui des ressources naturelles est du fait de la pauvreté. La pauvreté est à la base de tout. Les gens qui surexploitent par ignorance, peut-être sur les bonnes techniques de collecte des produits forestiers ou des produits de la pêche, effectivement c'est par méconnaissance. Et quand tu leur demandes pourquoi vous surpêchez, pourquoi vous surexploitez la forêt, ils te disent c'est parce qu'on est pauvre. Donc il faudrait qu'on tire des revenus à partir de la protection de l'environnement. Il faudrait qu'on sensibilise les populations sur l'intérêt et la valeur. C'est-à-dire on peut tirer des revenus tout en gérant de façon rationnelle les ressources naturelles.